Voilà, est-ce que... Ça, c'est au-dessus des 10 000 que tu as mentionné tout à l'heure, du coup? Non, ça rentre dans cette tranche-là. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que... Alors, c'est pas tout en one shot. Hein. Ça va être aussi, la réduction d'impôt va être 2% par an. Utilisée, exactement. 2% par an pendant les 9 premières années, et après, le reste, 1% pour les 3 autres. 10 000 €, c'est par foyer fiscal? Par foyer fiscal. Donc d'ailleurs, il peut y avoir des cas, c'est là, où le fait de ne pas être marié quand on est sur des gros revenus, ça peut être intéressant d'aller chercher 2 fois la niche fiscale. Ça peut arriver. Bon après, honnêtement, là-dessus, toutes mes recommandations, que ce soit Pax, mariage, tout ça, souvent j'explique les règles, mais la conclusion c'est faites-le avec votre affect, on s'en fiche de la finalité fiscale. Donc il faut pas faire des Le montage de l'acquisition du coup, ça peut quand même être apport plus prêt ou c'est full apport si on prend les 200 000 €? J'ai 200 000 € en cash, je mets sur la table ou Non, c'est 200 000 €, j'en prends la banque. D'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous allez. C'est quand même. Ça va être le produit qui est le plus vendu aujourd'hui et qui est surtout, en tout cas, qui est le plus commercialisé aujourd'hui. Parce que justement, ça demande très peu d'apport. Je ne l'ai pas mis dans les avantages, pardon, c'est vrai que c'est une bonne remarque. C'est un investissement qui aujourd'hui vous permet de ne pas mettre beaucoup d'argent sur la table, vous allez devoir sortir les frais. Donc d'ailleurs, les frais de notaire sur du neuf sont réduits, sont à 3%. Mais donc en gros, vous allez pouvoir mettre 6 000 € sur la table aujourd'hui, sur un appartement qui fait 200 000 €, et vous allez récupérer quasiment 40 000 € de réduction d'impôt qui seront étalés sur 9 ans. Et c'est pas négligeable. Comment si tu me prends genre t'achètes un truc à 100 000, sur 6 ans, là, 12%, ça te fait 12 000. C'est 12 000, tu le divises par 6 pour avoir la réduction tous les ans? Exactement. D'accord. Donc c'est quoi ce qui faisait ces deux? Comment? Et oui, c'est l'évolution. D'Européens, c'est lié, tout ça on les a dessus, donc les ministres évoluent, mais la loi est sensiblement identique. Mais ça veut dire que finalement, si je prends sur 6 ans et je fais 12 000 €, je divise par 6, ça me fait 2 000 € par an. Ouais. Si je fais sur 9 ans, ce sera toujours pareil. Ouais. Bon, par contre, point négatif ici, les loyers sont plafonnés quand même. Faut quand même avoir conscience que généralement vous êtes sur des choses qui s'autofinancent pas forcément, donc vous allez avoir de la trésorerie à rajouter. Alors sur ce point-là, même si vous achetez un appartement aujourd'hui, le rendement locatif en France de manière générale, il n'est pas très bon. Il est autour de 2% à Paris et 3% national en province. Clairement, c'est pas folichon. Et pour que ce soit autofinancé, je vous mets au défi de me trouver un truc si vous faites 100%, enfin si vous empruntez à 100%. Si vous mettez de l'apport, effectivement, là ça vous avez baissé les chances, mais bref, c'est clairement aujourd'hui c'est très difficile d'avoir quelque chose d'autofinancé. Gros point noir quand même aussi. La perte du bénéfice d'avantage fiscal en cas de non-respect des engagements de location sur la durée. Si vous avez à un moment donné pas de locataire et vous avez un contrôle fiscal en même temps, le fisc est dans le droit de vous reprendre toutes les réductions qu'ils vous ont accordées. Donc ça peut piquer. Ça peut piquer et ça arrive. Ça arrive. Mais pour moi, le plus gros point noir, c'est ce point-là. C'est ce point-là parce qu'en fait, acheter dans le neuf, c'est logique que quand vous achetez dans le neuf, ce soit plus cher que dans l'ancien. Le ratio, selon moi, il est censé être de 10-15% plus cher. Pourquoi? La raison, elle est simple, c'est que, alors certes, vous allez avoir des matériaux de construction différents. Là, je laisse libre arbitre de répondre à cette question-là, mais moi, perso, je trouve que dans l'ancien, aujourd'hui, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, les matériaux sont même souvent de meilleure qualité que dans le neuf. Par contre, le neuf, vous allez avoir un confort différent, mais surtout, ce qui fait la différence, c'est la garantie décennale. Garantie décennale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant 10 ans, la copropriété ne va pas avoir de travaux. Alors que quand vous achetez dans l'ancien sa copropriété des travaux, vous, en tant que propriétaire, vous allez devoir passer à la caisse. C'est logique. Mais donc, c'est pour ça que surpayer 10-15%, ça a du sens. Le problème que moi j'ai en tant que conseiller en gestion de patrimoine, j'ai plein de promoteurs qui viennent me voir pour commercialiser des programmes Pinel. Ça fait 3 ans que je suis en exercice, ça fait 3 ans que je n'en ai jamais vendu un et je n'en ai jamais recommandé un à un client. Pourquoi? Parce que le prix moyen que je trouve, c'est 40% plus cher que la maison juste en face. Et moi, ça pour moi, c'est un vrai point noir. Parce que quand vous achetez quelque chose, alors là c'est une photo, je ne trouve plus du tout,
Mais pourquoi est-ce que ici je vais acheter ça 40% plus cher que la maison qui est ici? J'ai du mal à me l'expliquer. Et donc la personne, quand elle signe son Pinel, pour moi, elle signe le fait que, certes, elle va récupérer 20% de réduction d'impôt si elle s'engage sur 12 ans, mais en signant ça, on va enlever les 10% de bénéfices des travaux, il reste toujours, en gros, elle signe quasiment une perte de 10%, si vous me suivez jusque-là. En fait, tu t'en rends compte le moment où tu dois revendre après la Exactement. Et l'argument que les gens me donnent souvent, c'est de me dire oui, mais d'ici là, ça va monter. Mais si tu penses que l'immobilier va prendre 10% en 10, 15, 20 ans, achète directement là, Coco. Achète dans l'ancien et au moins tu vas gagner 10-15% parce que là, tu assumes que ça va monter 10-15% pour sortir, excusez-moi le terme, le cul propre. Donc en fait, au final, c'est pour moi, aujourd'hui, la loi Pinel, clairement, c'est un beau dispositif, mais le vrai problème, c'est de trouver un programme pour lequel vous allez acheter au bon prix. Et ça, c'est la tendance, c'est d'être un peu arrêté, mais il y a quelques années en tout cas, il y avait aussi un énorme pari sur l'implantation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de promotes qui proposaient des lieux qui n'étaient pas pérennes, qui n'étaient pas vers le haut, et qui finalement, du coup, l'acquisition était faite au-delà du prix du marché. Et en plus, à la rente, une fois qu'on est propriétaire, on se retrouve avec dans l'eau. Et l'exemple typique, c'est ceux qui ont fait du Pinel, enfin du Robien à Bordeaux. Eux, ils sont super gagnants, parce que l'immobilier a monté à Bordeaux. Ceux qui l'ont fait à Limoges ou dans d'autres villes, où l'immobilier n'a pas évolué positivement, ils sont surtout avec une perte sèche en quelque temps. Et d'où je reviens à, en fait, il faut pas faire d'investissement gravé par les impôts, il faut le faire par rapport à l'analyse démographique. Je pense que la personne à côté qui a chez l'ancien à Bordeaux, il se plaint pas non plus et il est pas mécontent. Non, c'est gagnant sur Bordeaux, c'est gagnant. Oui, d'autres secteurs, c'est. Ils ont eu leur réduction, ceux qui ont fait le Pinel, c'est lié, ils ont eu leur réduction d'impôt. Ils ont eu certainement une hausse de plus-value, mais je pense que le camarade à côté qui a acheté dans l'ancien directement, peut-être que sa plus-value à lui est même peut-être plus importante. Donc en fait, c'est ça en fait mon discours. C'est vraiment. Honnêtement, j'ai dû en étudier pas loin de 100 sur 3 ans des programmes Pinel. J'ai dû en voir 3 ou 4 qui tenaient la route. Quand je dis tenaient la route, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on surpayait de l'ordre de 20%, 20-25% par rapport au prix de l'ancien dans le même quartier. Bon, clairement, j'ai dit à mes clients, moi, c'est pas moi qui vous le vends, mais si vous voulez avancer, je ne vais pas mettre un veto. Alors que dans 90% des cas, on est vraiment. Disons que dans 90% des cas, on est entre plus 35 et plus 55%. Donc voilà, faites vraiment attention. Et les gens qui s'en mettent dans les poches, c'est le promoteur. Et c'est le conseiller financier derrière. Aujourd'hui, les conseillers, quand ils nous adressent, très clairement, ils ont déjà le promoteur avec. Ah oui, non, ça arrive avec le package. Ah mais bien sûr. Mais moi j'ai reçu des coups de fil de promoteurs tous les jours qui me vendent sur autre chose. Enfin, qui veulent que je vende sur le monde. Donc voilà, donc la loi la plus dont on entend le plus parler, méfiez-vous-en. Je dis pas que c'est du mauvais, mais il faut s'en méfier. C'est des questions? Je parlais de la loi Malraux. C'est beaucoup moins d'actualité aujourd'hui, mais je vous en parlais parce que pour que vous compreniez aussi qu'à travers le marketing, en fait, si on ne creuse pas derrière et qu'on ne va pas voir ce qu'il y a derrière, ce qui s'y cache, il peut y avoir des surprises. Et sur la loi Malraux, c'est un petit peu la même idée que Pinel, c'est une acquisition de biens immobiliers. Mais par contre, on va dire réhabilité. C'est des choses qui étaient dans l'ancien, souvent donc, des monuments historiques, des monuments classés. Pour lesquels on va faire des gros travaux, et là, la défisque ne va pas porter sur le montant de l'appartement ou du bien, elle va porter sur le montant des travaux. Ok. Un gros avantage de la Malraux, contrairement au Pinel dont tu parlais, là, on était hors, enfin on est toujours hors du plafond d'année fiscale. Pas de plafond, et le gros avantage de la Malraux qui n'existe plus aujourd'hui, c'était un avantage ISF. Maintenant que l'ISF n'est plus, voilà. C'est vrai que la loi Malraux a perdu beaucoup de ses lettres de baisse depuis. En termes de problématiques, on avait forcément déjà, il fallait supporter les travaux, il fallait conduire les travaux, c'était pas forcément facile. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises qui ont des travaux qui sont barrés avec la caisse, il y a eu beaucoup d'histoires aussi un petit peu problématiques. Et le problème, c'est que quand vous avez un appartement que vous êtes censé louer, et que finalement vous ne louez pas, vous pouvez perdre l'avantage fiscal. Donc là, c'est la double punition. Et pareil, toujours attention à la revente. Alors là, c'est pas forcément sur du surévalué, mais pourquoi attention à la revente? C'est qu'en fait, ce qu'on vous dit pas,
c'est que le fisc, il a sa petite façon à lui de calculer l'imposition. Vous avez acheté, on va prendre un exemple, on achète un appartement, enfin un bien d'une valeur de 72 000 euros, pour lequel on a fait des travaux de 108 000 euros. On va donc avoir un avantage fiscal de 30% de 108 000, 32 400, pas négligeable, qui va être l'échange sur 4 ans. Donc 32 400, vous allez récupérer. Le gros problème de ça, c'est qu'en fait, du fait que vous ayez un avantage fiscal lié aux travaux, le jour où vous allez revendre le bien, vous n'allez pas pouvoir déduire tous les travaux que vous avez déjà faits. Et vous allez vite comprendre ce que ça veut dire. En fait, le calcul de la plus-value, au moment de la vente, ça va être quoi? C'est le prix de la vente de votre appartement, moins un forfait de travaux. En fait, en temps normal, vous pourriez déduire tous vos travaux, mais là, vous ne pouvez pas parce que vous avez déjà bénéficié. Donc, en gros, vous avez droit à un forfait de travaux de 15%, uniquement si vous tenez bien depuis plus de 5 ans. Donc voilà, petite parenthèse, mais en gros, c'est à peu près ça qui va s'appliquer dans 97% des cas. Et là, on va prendre une hypothèse basique. Vous revendez le bien au bout de 10 ans, le même prix que vous l'avez acheté, 180 000 euros. Donc, en gros, pas de plus-value. Le fisc, lui, il pense pas qu'il y a, lui, il pense qu'il y a une plus-value. Parce que lui, il va vous prendre 180 000 euros, moins le prix de revient de l'appartement, c'est 72 000 euros, moins le forfait de travaux de 15%, on a 97 200 euros. Donc, ça vous fait une plus-value, un impôt sur la plus-value. Donc, la plus-value que le fisc retient pour son calcul, c'est 97 200 euros, alors que concrètement, vous avez acheté le truc de 180, vous revendez 180, vous avez gagné 0 euros d'opération. Attention, vous avez gagné 32 000 euros, 32 400 de réduction d'impôt, quand même. Et la loc sur les 10 ans. Et la loc. Et la loc. Qui sera payée, et donc, sur laquelle vous aurez été imposé. Cette plus-value-là, elle est fiscalisée. Je l'ai mis sur 10 ans, donc c'est un petit peu gras. Effectivement, il y a par contre un truc, si on détient le bien jusqu'à 30 ans, il n'y a plus d'impôt sur la plus-value. Donc effectivement, ça peut descendre. Mais au bout de 10 ans, on se rend compte quand même que la plus-value sur quelque chose de 97 200, c'est 29 000 euros. On a eu une réduction de 32 400. On a une pilule de 29 000 euros alors qu'on a gagné 0 euros au passage. Moi, perso, j'y mets pas le doigt. Par contre, la personne qui va venir vous vendre, ne va pas trop vous parler de ça. Surtout vous parler de 32 000 euros avec 400, vous allez signer au passage. Donc encore une fois, faites vraiment attention. Il y a pas mal de choses qui sont pas mal impliquées. Donc quand vous allez faire des investissements défiscalisants, surtout sur l'immobilier, parce que c'est ce qu'il y a pour moi le plus complexe, n'hésitez pas quand même à creuser et à aller vraiment solliciter des avis autour de vous. C'est quoi l'intérêt du Malraux? C'est d'aller loin. L'intérêt du Malraux, honnêtement, ça a perdu beaucoup de son intérêt en ISF. Il y avait un vrai avantage ISF qui sortait du patrimoine ISF, donc pour les gens qui ont des gros patrimoines immobiliers, c'était quand même assez intéressant. Et puis, quand tout se passe bien, si c'est quelqu'un qui a une bonne équipe, qui sait faire les travaux et voilà, que tu arrives à faire quelque chose de bien, et que tu tiens l'opération aussi, si tu as l'opération que tu tiens pendant très longtemps, si tu la tiens pendant 30 ans, il n'y a plus d'imposition à la fin. Mais il y a les prélèvements sociaux. 30 ans, il n'y a plus de prélèvements sociaux. 22 ans pour plus avoir d'impôt sur la plus-value, et 30 ans pour plus avoir ni d'impôt ni prélèvements sociaux à la revente. Donc, dans ce cas, on peut mieux faire du déficit foncier. Le déficit foncier, c'est aussi une autre façon de voir les choses, mais après, le problème des revenus fonciers, c'est que c'est fortement fiscalisé. Donc après, si tu es capable de générer du déficit, très bien, mais... Là, c'est le cas. Ah, oui, là-dessus, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Ok. Je vais vous parler des FIP, FCP. C'était clair l'histoire du déficit foncier pour tout le monde ou pas? En gros, le déficit foncier, c'est le fait qu'au moment de la vente, de ne pas vouloir bénéficier de la réduction Malraux. Donc si vous ne bénéficiez pas de la réduction Malraux, en fait, à ce moment-là, vous allez pouvoir déduire tous vos travaux. Pas au moment d'avant, mais bonsoir, je vous en prie. Voilà, bon, bref, Malraux, honnêtement, pas vraiment d'intérêt. Je vais juste vous parler sur le côté un petit peu complexe, pour que vous puissiez avoir cette... sentir voilà, ce côté un petit peu, de temps en temps, un petit peu aussi farfelu que le fisc peut nous mettre en place. FIP, FCPI, je ne sais pas si ça vous parle. Ça, c'est pas mal vendu par les banquiers. C'est des fonds qui vont investir dans des actions.
Et en gros, pourquoi est-ce que vous allez avoir une réduction d'impôt? C'est justement parce que vous allez financer plutôt les PME, ETI, donc l'État, notamment notre président actuel, est content qu'on aille diriger notre épargne vers de l'actionnariat. Le niveau de défiscalisation est assez élevé. Il était d'ailleurs à 18% avant, il est passé à 25% sous M. Macron. Et il peut atteindre 38% dans certains cas spécifiques où vous allez financer des actions, vous allez acheter des actions en Corse et dans les dom-toms. Donc une petite carotte fiscale en plus pour aller sur ces produits, sur ces zones spécifiques. Ça reste un investissement patrimonial. Pourquoi? Parce que quand vous achetez, si demain vous mettez 10 000 € sur la table pour acheter un fonds qui va financer qui va acheter des actions, vous faites cet investissement-là aujourd'hui, donc vous mettez 10 000 € sur la table, vous allez avoir demain 25%, donc 2 500 € de réduction d'impôt. Et vous allez devoir attendre 6 à 10 ans pour récupérer vos 10 000 €. En tout cas, quand je dis vos 10 000 €, Les actions. Plus ou moins. avec plus ou moins value. Et le souci qu'on a sur ce genre de produit, c'est que la perf, elle est historiquement nulle, et quand je dis nulle, je suis plutôt très sympathique avec eux, elle est plutôt négative. Donc au final, la performance intrinsèque des FIP et des FCPI, c'est souvent la réduction d'impôt. Et quand on prend la réduction d'impôt et qu'on la divise, je sais pas, disons 27% et qu'on divise par 7, bon, ça fait quoi, 3,5% par an? C'est pas... et avec un risque sérieux sur le capital à la fin, voilà, ça en fait quelque chose non plus qui n'est pas non plus le produit, selon moi, plus sexy au monde. Donc le risque de perte en capital, il existe. Il y a eu aussi des success stories, parce que par contre, si votre fonds investit dans une quinzaine de sociétés, et parmi les 15 sociétés, vous en avez qui performent bien, vous êtes indexé à la hausse. Il y a vraiment... il y a les deux. Par contre, ce dont je voulais vous dire aujourd'hui, c'est ce dont on nous parle rarement, c'est les FCPR, c'est la même famille, tout ça. Et en fait, les FCPR, c'est quoi? C'est à peu près le même type de fonds, c'est un produit financier aussi, qui va venir acheter des actions de PME, ETI, qui sont souvent leaders sur le marché, mais qui n'a pas de carotte fiscale. Et étonnamment, quand on regarde la performance de ces fonds-là, elle est bien supérieure à ce que vous pouvez espérer sur les FIP et FCPI. Et je dirais qu'en moyenne, on est plutôt autour de 5, pour être honnête, on est même plutôt autour de 6-7% de performance. Avec tous les mêmes risques en capital, ça peut aussi faire du moins 10, moins 20, moins 30, moins 50, ça peut, c'est le cas. Mais disons que statistiquement parlant, sur l'historique, on a des performances qui sont plutôt autour de 6-7% ici, qui vont être nettes d'impôts, puisqu'en fait, ces produits-là ont la particularité d'être bloqués pendant en moyenne 6-7 ans. Et comme vous avez financé des PME, la sortie par contre, c'est-à-dire que vous n'avez rien touché pendant les 6-7 ans, les 6% dont je vous parle, vous ne les touchez pas, vous attendez les 6-7 ans, et à ce moment-là, les 10 000 € que vous avez mis, vous allez récupérer 13-14 000 €. Et net d'impôt, par contre, tu payes les prélèvements sociaux dessus. Dis-moi. Ces produits sont supportés par une assurance vie ou un PEA, mais ils suffisent à eux-mêmes. Suffit d'eux-mêmes, ils sont... Tu peux en acheter... Tu peux en acheter des FCPR dans de l'assurance vie, mais il n'y a aucun intérêt parce que tu vas payer les contrats, les frais de gestion de contrat. Donc moi, tous les FCPR que je fais, je les fais en direct avec mes clients. Je peux les avoir dans un compte titre, mais pareil, tu as des frais de tenue de compte. Moi perso, Le peuple en particulier peut contacter... acheter un FCPR directement. Voilà. Donc en fait, quand on... Tout comme la FIP. Tout comme un FIP, exactement, c'est la même chose. Donc, et le raisonnement de pourquoi est-ce que les FCPR, selon moi, sont capables de générer un peu plus de performance, c'est qu'en fait, on a un univers. Pourquoi est-ce que les FIP et les FCPI vont donner des réductions d'impôts? Pourquoi? Parce qu'en fait, on leur donne un carcan réglementaire. Il faut avoir un certain nombre de chiffres d'affaires, des années d'existence pour le FCPI, il faut avoir un caractère innovant pour les FCPI. Et pour les FIP, il y a une notion de limitation géographique. Il faut que ce soit 4 départements limitrophes dans lesquels vous allez investir. Donc en fait, on se retrouve avec des contraintes très importantes sur ce que le gérant peut faire. Et comme en plus, c'est ce qui est le plus vendu, on se retrouve avec un petit univers et une forte compétition pour aller sélectionner les sociétés dans lesquelles on investit. Et au final, c'est pour ça que les performances du fonds, pas de réduction d'impôt, hors réduction d'impôt, sont plutôt ternes.
Alors qu'en fait, on se rend compte qu'il y a un gros univers qui, lui, sur lequel il y a moins de capitaux qui sont dirigés, et au final, on arrive à aller chercher plus de performance. Donc encore une fois, on vous vend des produits défiscalisants, c'est très bien, mais regardez, en fait, ce qu'il faut essayer, c'est de comparer un peu ce qui existe un petit peu en dehors, juste à côté, dans les mêmes familles. Et c'est un petit peu ce que moi, personnellement, j'essaie de faire, c'est toujours essayer de comparer un petit peu, on a des ports, et j'essaie d'un petit peu de tout ramener, justement, c'est de comparer les choses. Depuis combien de temps ça existe le FCPR? J'ai pas la réponse précise, j'en ai aucune. Et ça fait un petit moment. D'accord. Dernière loi défiscalisante, et après on passe à l'immobilier, je parlais du Girardin. La loi Girardin, elle a une particularité, c'est qu'en fait elle va vous donner une réduction d'impôt toujours, qui va être liée au développement économique dans les DOM-COM. Pourquoi? Parce qu'en fait l'État est parti du constat qu'il y a des différences et de financement et de coûts d'acquisition des matériaux pour des choses entre la France métropole et les DOM-COM. Donc en gros l'État essaie d'inciter à participer un petit peu au développement économique de ces zones-là. Je ne vais pas trop rentrer dans comment ça se passe structurellement, mais en gros c'est un produit de défiscalisation pareil élevé. On a du 10 à 18% de réduction par rapport au montant investi. Ça peut monter à plus. Ça peut, il y a même des monteurs qui vous montent à 20-25%. Il faut faire attention. En fait, comme toutes les réductions d'impôts, en fait, dès qu'il y a une niche fiscale, il y a des gens qui vont essayer de packager des solutions. Et il va falloir un petit peu analyser qu'est-ce qui se cache derrière. Et en fait, le problème, c'est dès qu'il y a un petit peu de facilité via justement ces fameuses niches fiscales, il y a des gens qui essaient de s'engouffrer et qui essaient un petit peu d'attirer des capitaux à eux sans pour autant délivrer en fait le service rendu, notamment dans les Pinel, ce genre de choses. Ici, on a un produit qui est différenciant. Pourquoi? Ce qui est vraiment différenciant, c'est le financement. En fait, vous allez financer des matériaux. Donc en gros, vous n'achetez rien. Comparé aux actions défiscalisantes que vous achetez, qui sont les vôtres et que vous allez revendre dans 6-7 ans, comparé au Pinel, vous achetez un appartement, vous allez revendre dans 10-15 ans. Ici, on n'achète rien. On finance. Du fait qu'on finance, c'est un investissement à fond perdu. L'argent que vous allez mettre, si vous mettez 10 000 € aujourd'hui, vous n'allez jamais les récupérer. Vous allez les récupérer uniquement en réduction d'impôt. Vous allez mettre 10 000 €, mais vous allez récupérer, si on a 10%, 1 000 € de réduction d'impôt. Et les 1 000 € supplémentaires, c'est votre gain. Voilà un petit peu pour la chose. Donc en gros, c'est un petit peu particulier, c'est un peu moins mis en avant, c'est un peu plus technique, je dirais. Mais ça reste quelque chose d'assez utile et qui est pas mal parce qu'en fait aussi, pareil, le plafond niche fiscal est gonflé à 18 €, donc ça vous permet d'avoir une force de frappe un peu supérieure. Je sais pas si vous avez des questions. Il y a un risque fiscal qui existe. En gros, si vous voulez, pour faire simple, je vais essayer de faire simple parce qu'en fait, je ne veux pas trop rentrer dans le produit, comment il est structuré, mais en gros, vous allez, en tant qu'investisseur, il y a une société qui va être créée. Cette société va acheter du matériel industriel et via un mécanisme de location longue durée, va le louer à un exploitant. Et via ce mécanisme-là, la location longue durée va lui diminuer son coût d'acquisition de machines. L'exploitant, en fait, en local, plutôt que d'acheter la machine plein pot, il va la louer, ça va l'aider dans son financement, et deux, il y a en fait une décote par rapport au prix via tout ce montage-là. Il va racheter le matériel à 1 € à la fin des 5 ans. Si la machine qui est utilisée, elle n'est pas utilisée pendant les 5 ans, vous comprenez bien que le fisc est en droit de se dire ouais, moi je vous ai donné une carotte fiscale, vous avez financé un matériel industriel dans les DOM-COM, mais au final, ce matériel-là, il n'est pas utilisé. Donc, Coco, moi, ta réduction d'impôt, je peux la revendre. Donc, c'est un risque fiscal qui existe. Et il y a un risque financier aussi que le matériel que vous ayez financé puisse faire des dégâts. Donc, voilà, il y a pas mal de risques qui sont derrière. Mais il y a des monteurs qui ont été capables de faire des solutions plus ou moins sécurisées. Là, je parlais de 10 à 18%. C'est des choses qui vont être justement sur avec des assurances, avec des garanties qui vont être sérieuses. C'est des produits qui, pour moi, sont assez effectifs et aussi que vous pouvez faire chaque année. Quand on va essayer, quand on va reprendre si on reprend les FIP et FCPI, si vous investissez 10 000 €, vous allez récupérer donc 25% de réduction d'impôt, vous allez récupérer 2 500 € de réduction d'impôt. Là, si vous investissez 10 000 €, vous allez récupérer 11 000 € de réduction d'impôt.
Donc c'est un petit peu comme si vous alliez prépayer vos impôts, si vous voulez. Et le fait de prépayer, vous allez avoir ce petit gap. Et vous pouvez le faire chaque année. Voilà, à peu près tout. Est-ce que vous avez des questions? Selon vous, un petit peu dans tout ça, qu'est-ce qui sort? Est-ce que... Mettons que j'ai investi 100 €. Ouais. Du coup, ça me débloque la niche fiscale. Et après, sur tout le reste, je fais plus 7000. Du coup, je peux accéder entre guillemets à ces 8000 en plus. Mais je préfère investir, mettons, dans un FCPR ou autre chose qui ne donne pas accès à une augmentation de la niche fiscale. Alors les FCPR, c'est pas du tout... FIP, FIP, est-ce que du coup, c'est Alors le ticket minimum d'entrée sur le Girardin, à ma connaissance, je ne travaille pas avec tous les prestataires, mais il est d'à peu près 2500 €. Ok. Mais effectivement, à partir du moment où tu actives ça, tu as droit à la niche fiscale à 18. Donc après, jouer sur toutes les autres pour... jouer sur les autres. Encore une fois, je ne vais pas entrer en technicité, mais Girardin, quand vous investissez, il y a une partie de l'avantage fiscal qui est rétrocédée à l'exploitant. Via ce mécanisme-là, les 18 000 € de réduction d'impôt, en fait, on peut faire beaucoup plus. On a un facteur 56%. En gros, on peut aller jusqu'à 60 000 € de réduction d'impôt via ce mécanisme-là. Voilà. Donc, clairement, je ne sais pas si vous l'avez senti, mais moi, c'est une des solutions que je préfère. Une fois qu'on a tout optimisé sur un patrimoine d'une personne, c'est-à-dire, en gros, si c'est une personne qui a des revenus salariés, je vais pas beaucoup me poser de questions. Alors, si je vais quand même regarder, mais on va essayer de voir si en termes de produits défiscalisants, ce qu'on va pouvoir regarder, ce qu'on va pouvoir mettre en place. Mais si une personne a par contre un patrimoine immobilier, avant de parler de produits défiscalisants, on va déjà essayer d'optimiser structurellement sa situation. Voilà. Mais une fois qu'on a optimisé, c'est vrai qu'à titre perso, je trouve que le Girardin un petit peu a pas mal de sens, mais j'écarte pas forcément les autres solutions non plus qui peuvent être somme toute complémentaires ou faire un mix de certaines. Juste la niche fiscale là, 10 000, et avec le Girardin industriel, on peut aller à 18 000. Exactement. À partir du moment où on investit dans des opérations, alors pas que le Girardin industriel, mais dans des opérations liées aux Outre-mer, cette niche fiscale passe à 18. Pas pour les filles outre-mer. Les filles outre-mer restent à 10 000. Faut que je... Alors là, pour le coup, il faudrait que je le vérifie. Ça reste à 10 000, que le Girardin qui passe à 10 000. Mais Girardin, après, il y a deux volets. Il y a le volet logement social et le volet Girardin industriel. Ouais. Le Girardin industriel, on peut monter jusqu'à 52 000 et le Girardin logement social, on peut monter jusqu'à 60 000. Ok. Voilà. Et la grosse différence, pour vous parler, quand on parle de logement social, le Girardin, et c'est moi ce que j'aime beaucoup dans le Girardin, en fait, c'est pas tant le côté réduction ou pas, c'est le côté, en fait, on a financé quelque chose. Et une grosse différence quand on achète quelque chose, on investit ses fonds, on achète quelque chose, votre investissement va pouvoir varier et en gros, on ne connaît pas la sortie. Quand vous financez, il peut y avoir des impondérables, mais en gros, normalement, vous signez quelque chose, vous connaissez tous les paramètres en avance. C'est un degré quand même un peu plus sécurisant. Et quand après, je vous parlais des degrés de rentabilité sur le Girardin, 10 à 18, voire même 25% pour certains, ceux qui me proposent du 25%, essayez de vous éloigner parce que c'est des gens qui justement ne vont pas forcément faire des opérations très propres dans les DOMCOM. Donc si il y a un contrôle fiscal, vous êtes à risque. Après, il se peut qu'il n'y ait pas de contrôle fiscal et que tout soit bien passé, que vous ayez pris vos 25%. Ça peut très bien se passer. Mais voilà, personnellement, la façon dont moi je fais mon travail, je vais essayer de sélectionner des partenaires qui vont apporter des garanties et des sécurités de façon à pouvoir essayer une fois qu'on signe notre engagement de réduction d'impôt, qu'il soit tenu par la suite. Quel contrôle tu as sur les trucs que tu finances, quel degré de transparence sur les projets par exemple, parce que alors ça dépend des partenaires que tu choisis. Encore une fois, justement, pour moi c'est un des critères principaux dans ma sélection de partenaires. Mais clairement, moi à titre perso, j'en fais du Girardin. Je n'ai pas de critères de sélection sur ce que je vais financer. Par contre, une fois que mon investissement a été validé par cette gestion, j'ai un accès à tout ce qui a été tout ce qui est mis en place et tous les contrats. C'est-à-dire, j'ai le contrat de location longue durée, j'ai les statuts de l'exploitant, j'ai tout ça qui est en ligne sur mon truc. Et en gros, si demain j'ai un contrôle fiscal, j'ai plus qu'à loguer sur mon espace et à télécharger tous les documents et les données fiscales. Et justement, sur la sélection du projet, il y a
il y a des gens qui font. Enfin, Bah, en fait, si on veut investir dans une région particulière ou sur un projet particulier parce qu'il nous tient à cœur ou des choses comme ça, c'est des choses. Enfin, ça c'est compliqué. Ça c'est compliqué. Par contre, rien ne t'empêche. Après voilà, si toi rien ne t'empêche demain d'essayer toi de devenir monteur Gérardin, voilà, mais ça devient, si tu veux, là ça devient très spécifique. Mais par exemple, tu vois, la loi Pinel, tu vas pouvoir aussi diriger vers des zones que tu préfères au genre de choses. Enfin, tu restes toi entrepreneur de ce que tu veux, mais c'est vrai que dans les trucs, des solutions qui sont packagées, là en l'occurrence sur le Gérardin, j'ai pas connaissance de gens qui te donnent l'option d'aller choisir un truc spécifique. Pareil sur les FIP, FCPI, ou FCPR d'ailleurs, ce qui se passe c'est que tu as un fonds qui va collecter des fonds. Une fois qu'il a collecté l'argent, il clôture parce qu'en fait comme c'est timé dans le sens où il y a une durée d'engagement, tous les gens investissent, on ferme en fin d'année et après le fonds lui va commencer à investir. Toi en tant qu'investisseur, tu n'as pas de droit de regard sur les sociétés qui sont sélectionnées. Par contre, tu vas être au courant de ce qu'il y a dedans. Tu auras de l'information, tu auras même souvent un peu de marketing, ils vont te vendre le truc et tout, mais tu n'as pas de droit de regard sur ce qu'il y a sur la sélection. À moins que tu arrives et que tu dises je mets 100 millions et j'ai 90% d'épargne, peut-être que tu auras un peu plus de poids, mais voilà. Sur le Pinel, j'ai fait mon Pinel, j'ai bénéficié du coup des réductions d'impôts. Je suis propriétaire, donc le loyer est déplafonné et l'appartement m'appartient. Et c'est ce qu'on avait évoqué, le prix du marché du coup n'a pas suivi. J'ai acheté mon appart du coup à 150 000 et il en vaut à prix du marché 100. J'ai plus que comme seule solution de le vendre à 100. Il n'y a pas d'autre astuce pour repartir sur ou pour le revaloriser. Le louer, Tu le gardes. le louer. Non, il va sauvegarder, le mettre en loc. Le mettre en loc. Tu peux le louer et le mettre en loc. Tu peux le mettre en loc. Tu peux aussi le garder et si c'est une endroit sexy, partir en vacances. C'est dans l'entreprise. Mais non, et le conserver, voilà. Une fois que tu es sorti de la durée d'engagement de location, après tu peux le louer à qui tu veux et de façon déplafonnée. Il y en a qui passent par exemple en location meublée, ceux qui ont acheté dans les zones justement dans le sud-est, ce genre de choses. Une fois qu'ils ont fini les vacances, toute la partie Pinel, enfin c'est à l'époque, ils peuvent sortir et le louer en meublé. On le garde pour les hors saison, ils le louent en meublé. Ou pas, ou même le louer en je vais pas faire un focus sur la location meublée, sur ce qui est Airbnb et tout ça. Si aujourd'hui vous faites un projet d'acquisition en basant votre business model sur des revenus Airbnb, bon courage. Ouais. Clairement, c'est pas du tout une identité. Les textes de loi aujourd'hui, selon moi, mon interprétation, il y a 90% des gens à Paris qui font de la location meublée, qui sortent des clous. Parce qu'il faut avoir les accords de la mairie, il faut faire les choses plus que proprement. Vous êtes censé, si le bien n'est pas un bien commercial, et comme 90% des gens ont un bien d'habitation qu'ils mettent en location, vous êtes censé le louer en tant que résidence principale. La définition de résidence principale, c'est quelqu'un qui vit pendant plus de 8 mois. Vous êtes censé louer à une personne pendant 8 mois, pour après faire pendant 4 mois de la location saisonnière. Donc, et je ne pense pas que la plupart des gens qui passent la location saisonnière s'amusent à louer pendant 8 mois outre mesure. Donc encore une fois, quand de temps en temps, en tant que courtier, je vois des projets de gens qui veulent acheter et faire de la location meublée. La location meublée, on va le voir, il y a un vrai intérêt fiscal à le faire. Par contre, on peut louer en meublé sur un an. Bah, allons-y. Mais pas forcément du Airbnb, parce que là, clairement, le fisc n'est pas forcément fan de ça. Oh, dis-moi. Le sujet là, qui est un peu traité dans l'actualité, tout ce qui est succession et donation de son vivant parent-enfant. Du coup, c'est quoi les recos là-dessus? Est-ce que ça peut jouer sur de la défisque ou pas? Non, sur la défisque? Enfin, c'est pas de la défisque à proprement parler, mais j'ai des revenus en donnant à mes enfants. Est-ce qu'il n'y a pas un... Alors, les revenus, c'est une chose, ton épargne, c'est une autre. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est de l'épargne. Clairement, la seule recommandation que je vais pouvoir te faire là-dessus et qui est vraiment importante, le plus tôt vous le faites, le mieux c'est. Plus on est jeune, en gros, on a le droit de donner 100 000 € par parent, par enfant.
Par enfant. Donc, Exactement. Quand je suis en couple, 200 000 euros par enfant. Je suis en couple, 200 000 euros par enfant, exactement. Donc j'ai 5 enfants, je peux donner, si je veux, 1 million sans droit de succession. Par contre, cette donation-là, pour qu'elle soit purgée, il faut attendre 15 ans. Donc on se doute que si on fait la donation à 80 ans, il n'y a pas forcément beaucoup de sens, parce que ce qui va se passer, c'est qu'au moment du décès, si les 15 ans ne sont pas révolus, la donation sera déjà intégrée. Donc que vous ayez fait de cette donation ou pas, dans les faits, en termes d'impôt sur la succession, vous avez payé les mêmes montants. Si par contre vous avez fait la chose à 60 ans et que vous cassez votre pipe à 80 ans, les enfants vont pouvoir rebénéficier de 100 000 euros d'abattement par enfant et par parent. D'accord. Mais si elle n'a pas été anticipée, Non. alors on décède. Exactement. Et alors encore une autre chose, juste sur cette parenthèse-là, encore une fois, pourquoi plus c'est tôt, mieux c'est. Aujourd'hui, il y a des mécanismes qui vous permettent de donner de la valeur sans vous en dessaisir pour autant. C'est ce qu'on appelle le démembrement. C'est pas forcément, j'ai pas prévu d'en parler aujourd'hui, mais en gros, vous allez pouvoir donner la nue propriété, notamment d'un bien immobilier, en tant qu'usufruitier, donc nue propriété et usufruitier. Ces deux entités-là, ça forme la pleine propriété, qui est la chose normale. Quand on va donner la nue propriété, généralement on donne la nue propriété à ses enfants. Les enfants vont être propriétaires des murs, si vous voulez. Et vous, parents, vous restez propriétaire de l'usufruit. L'usufruit, c'est quoi? C'est l'usage du bien. Donc soit vous pouvez y vivre, soit le louer, et les revenus locatifs, c'est vous qui allez les garder. Quand on va donner la nue propriété, en fait, la valeur de la nue propriété, on va prendre un appartement de 100 000 euros, la valeur de la nue propriété va être déterminée par votre âge. Si vous donnez avant 50 ans, la nue propriété elle a une valeur de 30%, donc 30 000 euros. Donc en gros, vous allez pouvoir donner 30 000 euros aujourd'hui. Mais si demain vous cassez votre pipe, l'enfant, lui, ce qu'on appelle c'est l'usufruit s'éteint. Et donc en gros, l'enfant qui est nu propriétaire va se retrouver plein propriétaire. Donc en gros, vous avez donné quelque chose qui valait 30 000 euros. Mais en fait, la vraie valeur, c'est 100 000 euros. Donc on voit qu'il y a un effet de levier. Vous allez pouvoir en fait donner quelque chose aujourd'hui qui ne vaut pas grand-chose, mais qui avec le temps va prendre de la valeur. Et ça, plus vous êtes jeune, plus c'est important. Donc pour ceux d'entre vous qui ont des enfants, clairement, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, toutes ces problématiques autour de 40-50 ans, c'est des choses qui sont intéressantes à aller aborder. Ce serait mieux que je fasse avec un schéma, parce que c'est pas forcément ce qui est le plus simple, tout ce qui est démembrement, donc ça pourrait être le sujet d'une autre conférence. Alors on repart sur l'immobilier. SCI, selon vous, il y a un avantage fiscal, on a parlé ou pas? Pas d'avis? Ça dépend du projet. Ça dépend du projet, effectivement. Et puis, oui, non, pardon. Alors on va revenir un peu à la base. J'avais créé une SCI, pourquoi? Concrètement, fondamentalement, une SCI, ça vous permet d'acheter à plusieurs. Vous n'êtes pas censé acheter tout seul. Donc vous avez une SCI, c'est plusieurs associés qui vont être ensemble pour acheter un bien. Ça, c'est aussi possible avec votre femme, votre mari, sans pour autant créer une SCI que vous pouvez acheter en couple ou en indivision. La SCI, elle va permettre de pallier à certains problèmes de l'indivision. Quand vous êtes en indivision, si vous avez des différences sur comment gérer le bien, notamment pour le patrimoine locatif, ça peut être... ça peut vous ennuyer, ça peut vous mettre dans une situation d'immobilisme. Et je dirais, le pire, c'est pas tant dans la gestion, c'est plus dans la vente. Aujourd'hui, la loi, si vous voulez vous séparer d'un bien, vendre un bien dans lequel vous êtes propriétaire, la loi interdit de vous forcer à rester dedans. Donc si vous êtes en indivision avec quelqu'un et que vous voulez vendre un appartement et que l'autre personne ne veut pas, l'appartement, vous allez le vendre. Parce que si vous allez vendre s'il y a une procédure judiciaire, vous allez être forcé de vendre. Donc aujourd'hui, une SCI, c'est quoi? C'est surtout une façon de structurer une acquisition et de donner des pouvoirs, ou en tout cas de se mettre d'accord et se mettre autour de la table et de définir une stratégie ensemble sur quelle va être un petit peu notre stratégie patrimoniale dans la gestion du bien. Ça n'a pas forcément de sens pour un couple qui essaie de définir son... Alors, quand je dis ça n'a pas forcément de sens, ça peut en avoir, mais disons que ce dont je vous parle, c'est surtout important dans les pratiques de succession. Parce que quand on va retrouver 5 frères et sœurs qui vont recevoir un patrimoine, c'est là que vous allez rencontrer ce genre de situation un petit peu hasardeuse. Donc le fait que les parents
pareil, et créer une SCI pour pouvoir un petit peu prévoir et peut-être même anticiper qui va être gérant de la future SCI ou même de la SCI pendant leur bilan, tout ça, c'est des choses qui peuvent être faites. Donc, qui selon moi sont les aspects les plus importants de la SCI. Pareil, ça va faciliter la transmission. C'est beaucoup plus simple de transmettre des parts de SCI que de transmettre de l'immobilier, notamment quand on est plusieurs. Parce que qui va vouloir acheter 20% d'un appartement avec 80 autres personnes, 80% qui sont détenues par des personnes que vous ne connaissez pas? Pas grand monde. Sur les parts de SCI, moi ça ne me dérangerait pas d'aller acheter 20% d'une SCI qui détient les murs d'un cabinet médical. Parce que je sais qu'il y a des médecins à l'intérieur qui payent leur loyer et peut-être qu'avoir 20% de part de cette SCI-là peut avoir du sens. Si demain c'est en division, jamais j'irai. Parce que la personne peut me forcer à vendre. Autre chose, je parlais du cabinet médical, les SCI c'est fortement utilisé justement pour séparer tout ce qui est du patrimoine personnel du professionnel. Un médecin qui veut acheter les murs sur le cabinet médical, il va pouvoir acheter à travers une SCI les murs de son cabinet. Son cabinet va donc louer à la SCI. Et la SCI, qui aura sûrement fait crédit, elle est détenue par la personne en privé. Donc en gros, vous allez pouvoir développer un patrimoine privé à travers des revenus professionnels. Donc tout ça, pareil, encore un vrai avantage patrimonial. Et enfin, dans certains cas, optimiser la fiscalité. Et je le mets à la fin, parce qu'en fait, vraiment, les SCI, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'avantage fiscal il est très très souvent réduit. Il peut être important, on va y venir, mais pour moi une SCI c'est avant tout un outil patrimonial. Et ça, il faut en avoir conscience. Par contre, c'est un très bon outil justement pour organiser votre patrimoine, organiser sa future succession. Justement, la SCI, dans quel cas est-ce que vous allez justement avoir un avantage fiscal? Ça va être, je vous donne la réponse tout de suite, ça va être dans ce cas-là. Une SCI à l'IR, elle est ce qu'on appelle semi-transparente. Pourquoi semi? Parce que ça reste une personne morale, mais en gros, en tant qu'associé d'une SCI qui a l'impôt sur les revenus, vous avez deux choix. Vous pouvez choisir, la SCI peut être soit à l'IR, soit à l'IS. Chaque associé, il va être imposé à hauteur de sa participation. Si j'ai 20% d'une SCI, si la SCI gagne 10 000 euros, bah moi je vais déclarer 2 000 euros de revenus dans ma déclaration d'impôt, sur lesquels je serai fiscalisé à ma tranche marginale d'imposition. Si moi je suis à la tranche à 41%, je vais être imposé à la tranche à 41%. Si la personne à côté de moi qui a 10% de la SCI, elle est fiscalisée à 14%, elle paiera 14% sur 5 000 euros. Donc voilà, ça vous permet de séparer les choses, mais fiscalement parlant, le bien que je le détienne en direct ou via la SCI, en termes d'impôt, dans ce cas-là, fiscalement parlant, c'est la même chose. Je vais pouvoir déduire les mêmes choses, il n'y a aucun avantage fiscal à détenir une SCI à l'IR. Et ça représente, je pense, 95% des SCI qui existent. Donc c'est pour ça que je voulais dire qu'en termes de est-ce qu'une SCI apporte un avantage fiscal? La plupart des cas, non. Et c'est souvent un cliché de penser dans ce sens-là. Par contre, une SCI à l'IS peut, je ne vous dis pas va, mais peut apporter un avantage fiscal. Là, on est dans un schéma totalement différent où en fait, on va avoir donc, encore une fois une société, une personne morale, qui va elle être soumise à sa propre fiscalité. Donc on va appliquer l'impôt sur la société sur les revenus, sur le bénéfice de la SCI. Tant que ça reste dans la société, vous en tant qu'associé, tant que vous n'avez pas de versement vers vous, ben en fait vous payez que l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés aujourd'hui il est à 15% jusqu'à 38 000 euros de bénéfices, après il monte à quasiment jusqu'à 33%, mais enfin, bref, ça va descendre à 25%. Mais on se rend compte que payer, on se retrouve souvent avec un résultat inférieur à 38 000 euros, donc on va partir sur l'IS à 15% de taux réduit. Est-ce que quand je suis dans une tranche d'imposition à 45%, donc je n'ai pas de revenus, est-ce que je préfère payer 15% d'IS ou est-ce que je préfère payer 45% plus les prélèvements sociaux 17,2, donc ça fait 62% d'imposition? Bon, le choix il est vite fait. Maintenant, c'est pas si simple que ça, c'est qu'en fait,
on se rend bien compte que dans la SCI à l'IS, tant que ça reste dans la SCI, tout va bien. Le jour où vous sortez l'argent, on reprend imposition sur le revenu plus prélèvements sociaux. Donc attention à ce moment-là. Donc en gros, tant qu'il n'y a pas de distribution, pas d'imposition des associés. C'est quelque chose de fondamental. Les bénéfices qui, eux, seront distribués, donc en gros, tant qu'on est sur un environnement court terme, on va laisser les bénéfices dans la SCI. La SCI va un petit peu se développer. Et à moyen, même plutôt long terme, il y aura un avantage à sortir le cash. Et là, dans ce moment-là, on pourra soit être au PFU, soit à l'imposition sur le revenu avec un impôt de 40%. Pareil, là souvent, pas tout le temps, mais souvent on va choisir le PFU. Le PFU c'est quoi? C'est 12,8% d'imposition plus les prélèvements sociaux, ça vous fait le prélèvement unique, ça vous fait 30% d'imposition. Ça reste global. Prélèvements sociaux, ça reste souvent plus avantageux. Donc voilà, donc la SCI à l'IS peut avoir du sens fiscalement, mais ça reste quand même quelque chose qui va s'adresser à des gens qui sont à des niveaux de revenus assez importants. Et ça s'adresse clairement pas à tout le monde. Et ça va être un petit... Ça va pas être... Non, j'allais dire que ça va être un peu moins patrimonial, mais c'est pas forcément. On va reparler un petit peu des avantages. Donc, liberté de rédaction des statuts qui définissent les règles de la gérance. Donc, en gros, déterminer le gérant. Et bien, en fait, la SCI, concrètement, c'est ça qui va vous donner les règles par rapport à votre vie immobilière. Ça va aussi vous aider à faciliter la transmission, qui peut être progressive. Quand vous avez un bien qui vaut 200 000 € et que vous voulez en vendre, vous n'allez pas le vendre 100 000 €, enfin 1000 € par 1000 €. Des parts de SCI, vous pouvez les vendre tous les mois si vous voulez. Ça va être un peu chiant administrativement, mais voilà. Et c'est donc un outil patrimonial et un petit peu fiscal. Pas dans tous les cas. Les inconvénients, on a le coût de la gestion. Je vous recommande fortement, je vous recommande quand même d'avoir un comptable là-dessus, donc forcément en termes de coût, ça prend un peu plus de coût. Il y a une responsabilité indéfinie des associés. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand vous avez une SCI, si la SCI ne paye pas les dettes, bah, la banque a le droit de se retourner vers vous et votre patrimoine personnel. C'est pas comme les SARL, les URL, toutes ces entreprises à responsabilité limitée. Là ici, la responsabilité des associés, elle est indéfinie. Donc en gros, vous êtes dans le bateau. Par contre, dans le bateau, à hauteur de votre participation, j'ai 10% d'une SCI, je serai redevable de 10% des dettes. On ne va pas aller me chercher pour les dettes des autres copains. Donc, on se fait. Ça, on s'en fiche un peu. En gros, vous avez un abattement si y a un décès et que vous avez votre résidence principale, que vous décédez et que votre résidence principale est donnée, enfin, elle est transmise à vos enfants, vous avez droit à un abattement de 20%. Si vous détenez votre résidence principale à travers une SCI, vous parlez cet abattement. Un des petits défauts. Ça peut être important dans les cas des gros patrimoines. Et un point non négligeable, il y a des gens qui font de la location meublée alors qu'ils ont une SCI, c'est incompatible. Une SCI, c'est une société civile immobilière, c'est une activité civile. La location meublée, c'est une activité commerciale. Le fait d'avoir une SCI qui fait de la location meublée, votre SCI, comme je vous disais tout à l'heure, en 95% des cas, c'est des SCI à l'IR, elle va basculer à l'IS. Avec calcul de plus-value, ce genre de choses, sachant que vous n'êtes pas vendu bien, donc vous allez être redevable, un peu comme les Malraux, vous êtes redevable d'un impôt sur la plus-value, alors que vous n'avez rien vendu, vous n'avez pas de cash qui rentre. Donc ça peut piquer. Et il y a des majorations en plus, donc attention. Et pareil, une SCI peut détenir plusieurs biens. Si dans une SCI, j'ai 5 villas, 3 appartements, et qu'il y a un appartement que je veux meubler, la SCI va passer à l'IS. Donc tous les biens qui sont à l'intérieur vont passer à l'IS. Ça peut piquer fortement. Des questions jusque-là? Ouais. Sur la SCI à l'IS, comptablement, le bien perd de sa valeur aussi. Donc c'est un avantage et un inconvénient. Le gros avantage de la SCI à l'IS, c'est que ça va te permettre en fait de payer moins d'impôts pendant la durée de vie, effectivement. Et à la fin, effectivement, l'impôt va être plus important, mais en gros, c'est pour ça que je parlais un petit peu de long terme. Il y a un moment où en fait, tout ce que tu as économisé justement sur les impôts pendant les années, même si tu fais plus à la fin, tu as largement amorti. On est souvent au-delà de 10-12 ans, c'est un peu le calcul un peu standard. Là, voilà, je vous donne un peu les choses
moyenne. Il faut forcément faire des calculs spécifiques pour chaque personne, mais c'est un petit peu ça la durée de... Il y a un petit break-even. Et il y a surtout pour moi un gros avantage. Quand on est à l'impôt sur le revenu, que ce soit une SCI ou à titre personnel, j'achète un appartement, j'ai des revenus fonciers, tous les mois qui tombent. Je reçois 1 000 € de loyer tous les mois, mais j'ai un crédit qui me coûte 1 200 € tous les mois. Donc je me suis de ma poche 200 €. J'enlève en plus taxe foncière, tout ça. Les 1 000 € que je reçois, quand je suis à l'impôt sur le revenu, je vais devoir les déclarer au fisc. Alors je vais pouvoir déduire certaines choses, mais je vais devoir les déclarer ces 1 000 €. Et je vais payer de l'impôt sur quelque chose, en fait, je paye déjà, tous les mois ça me coûte en trésorerie, et je me retrouve à payer de l'impôt sur quelque chose que j'ai touché certes, mais en net, je suis en cash flow, je suis déjà en négatif, et je vais continuer à payer plus. La SCI à l'IS te donne un petit peu, te protège de ça, parce qu'en fait, elle va matcher tes flux de trésorerie, l'imposition avec tes flux de trésorerie, c'est-à-dire que tu vas payer l'impôt que sur le cash qui rentre. Et le jour où tu vas vendre, où tu as un gros ticket, bah oui, tu vas avoir une imposition qui est un peu plus importante, mais qui va matcher tes flux de trésorerie. Donc ça reste la SCI à l'IS te permet en fait, si tu veux, d'être en adéquation dans tes flux de trésorerie, d'être un peu plus en adéquation avec ce qui rentre et ce qui sort. Le moment où tu as un gros chèque qui rentre, tu vends tout, c'est à ce moment-là que tu vas aussi lâcher ton ticket aux impôts. Et si c'est sur la longue durée, tu auras du fait. Et je n'ai pas parlé, mais sur la SCI à l'IS, sur ces gros patrimoines qui choisissent, les gens, pardon, pas gros patrimoine, sur les gens qui ont des gros revenus et qui décident de mettre en place un patrimoine immobilier à travers une SCI à l'IS, vous allez avoir des solutions aujourd'hui pour transmettre ces parts de SCI avec une fiscalité très très avantageuse pour vos enfants, notamment quand elles sont liées sur des durées, sur des SCI que vous êtes détenues sur une durée longue, vous allez donner à vos enfants. Donc pareil, toutes ces problématiques-là, si vous êtes dans une mouvance et vous posez des questions sur votre développement de patrimoine immobilier, je vous recommande fortement soit d'aller voir plutôt un fiscaliste, même plus qu'un conseiller en gestion de patrimoine, plus vraiment un fiscaliste qui pourra vous faire du vrai conseil fiscal. Le CGP d'ailleurs il est plutôt là, ça dépend desquels, mais il y en a qui vont vous faire du vrai conseil et d'autres qui vont vous donner juste vous vendre des produits, donc ceux-là on va essayer d'éviter. Mais le fiscaliste c'est lui qui va un peu vous orienter. Pareil, les experts comptables, les gens pensent que les experts comptables sont les fiscalistes. C'est pas le cas, malheureusement. C'est des experts de société qui sont là pour vous accompagner dans le développement de société. C'est pas forcément vers eux que moi je me retournerai pour faire du développement patrimonial comme ça. J'espère que vous connaissez pas comme ça. Donc pour quelqu'un qui veut acheter un appartement de 100 000 €, Ouais. vous l'orientez vers nom propre ou une SCI au final? Ça dépend ce que je fais en faire. Si vous gardez 10 ans. Alors, déjà, première chose, il y a un truc qui est fondamental. Toutes les brochures que vous signez sur justement à la banque, les investissements que vous allez avoir, il est écrit partout. Vous pouvez tout perdre, votre investissement, risque de perte en capital, c'est écrit partout en gros parce que les banques veulent se baquer. L'immobilier a cette tendance de croire que c'est sans risque. Moi perso, quand je fais des lettres de mission et que je parle de choses liées à l'immobilier, j'ai jamais vendu d'immobilier, mais en tout cas quand je parle de produits immobiliers, j'écris toujours risque de perte en capital. C'est important de comprendre que l'immobilier, certes en France, d'ailleurs c'est un des rares pays qui est relativement stable, parce que le gouvernement est d'ailleurs assez actif dans une politique de logement. J'ai vécu à Londres, il y a des jours où ça swing un petit peu le marché immobilier. Il faut avoir conscience que le marché immobilier, c'est pas un marché sans risque. Donc, un, c'est pas un marché sans risque, et deux, surtout, c'est un marché avec beaucoup de frais. Les frais de notaire, les frais de la banque si on passe, le frais du courtier si on passe par un courtier, il y a pas mal de frais au passage, ce qui fait que l'immobilier, c'est un investissement long terme. À moins d'être un marchand de biens, ou en tout cas d'acheter quelque chose de vraiment très peu cher, de faire quelques travaux, d'en vendre très vite et de faire son petit aller-retour, ce qui est quand même assez difficile. Mais l'immobilier, j'insiste, ça reste un investissement très long terme, puisqu'on va essayer d'en tirer des loyers qui vont nous permettre de rembourser tous ces frais qui sont au passage. Donc 10 ans déjà, c'est la bonne, pour moi c'est la durée minimum de recommandation. Et ça va dépendre, est-ce que tu comptes faire les travaux, est-ce que tu comptes le vendre, est-ce que tu comptes le transmettre. Il y a plein de questions qui vont découler. Est-ce que tu veux le louer en meublé, est-ce que tu veux le louer pas en meublé. Toutes ces questions-là vont avoir un impact. Donc c'est difficile pour moi de te donner une réponse spécifique, mais c'est bien que tu poses la question. C'est pour tout le monde. Non, c'est bien que tu te poses la question. C'est bien que tu vois qu'au moins avant, tu te poses des questions sur un petit peu savoir quoi faire. On va parler de location meublée non professionnelle.
c'est justement quelque chose qui pourra peut-être t'aider dans ta réflexion. Qu'est-ce que la location meublée déjà? Différence location nue, location meublée. On va avoir une durée de bail qui va être différente. Dans la location nue, on est sur une durée de bail qui est forcément de 3 ans. Dans la location meublée, on est de 1 jour à 1 an. Par contre, je vous disais tout à l'heure, rien ne vous empêche de faire un bail de location meublée à 1 an, renouvelable par tacite convention. Ce qui voudrait dire que vous êtes sur un schéma, je ne vais pas dire à long terme, mais en tout cas sur un schéma qui peut être moyen long terme, avec de la location meublée. Donc la location meublée ne veut pas dire saisonnière. C'est un peu ça le message que je veux vous donner. Effectivement, logique, dans la location meublée, vous êtes obligé, il y a une liste spécifique du mobilier que vous êtes censé mettre à disposition. Location nue, il n'y en a pas. J'étais même étonné, petite parenthèse, moi quand je suis arrivé en France, j'étais étonné de voir qu'il y a des gens qui partent avec leur cuisine. Oui, mais c'est pas tout occupé. Bref, T'as bien une différence entre les cuisines. j'étais étonné de ça. Donc, une des caractéristiques fondamentales entre les deux et qui vient changer la donne, c'est ça, la catégorie de revenus. Quand vous avez de la location nue, donc quand vous louez un appartement traditionnel, vous avez des revenus fonciers. Quand vous louez de la location meublée, c'est une activité commerciale. Donc c'est du bénéfice industriel et commercial. Et ça, si vous vous souvenez un petit peu ce que j'ai dit au tout début, des fameux silos dont je vous parlais, si je perds de l'argent dans le foncier, je ne vais pas pouvoir l'appliquer au BIC, au genre de choses. Donc tout ça, c'est assez important de voir qu'ici on est sur des catégories de revenus totalement différentes. Autre chose, dans ces deux mécanismes-là, on a un régime simplifié qui s'appelle le micro, donc le micro foncier, le micro-BIC. Ce régime simplifié, il veut dire quoi? Quand vous allez faire votre déclaration de revenus locatifs, vous allez déclarer tous vos revenus, et en fait, vous avez un choix de prendre le régime simplifié ou le régime réel. Si vous prenez le régime simplifié, vous allez prendre un abattement. Pour le foncier, il est de 30%, pour la location meublée, il est de 50%. Je prends l'exemple, vous avez gagné 1 000 € par mois, donc 12 000 € de revenus sur l'année. Dans ce cas-là, vous allez déclarer 9 000 € de revenus au fisc. Dans ce cas-là, vous allez déclarer 6 000 € de revenus au fisc. Vous êtes forcément moins imposé ici. Par contre, quand vous faites ça, j'ai vu certains clients qui déclaraient, voilà, mais eux, quand ils déclaraient, avant, ils enlevaient tous leurs travaux, leurs intérêts comme ça. Pas droit, hein, c'est l'un ou l'autre. Donc si j'ai choisi le régime simplifié, je prends l'abattement qui m'est offert, mais je ne déduis rien. J'ai le choix du régime réel, dans les deux cas, et dans ce cas-là, je vais pouvoir déduire tous mes frais. Les frais, ça va être charge de copron, tout ça, on va voir juste après. Hop. J'ai beaucoup de clients qui viennent nous voir de temps en temps pour aller faire un petit peu de réduction d'impôt, ce genre de choses, qui ont un appartement en location meublée et qui sont au régime simplifié ici. Donc qui en gros qui vont avoir 12 000 € de revenus, qui vont déclarer 6 000, donc ils vont payer l'impôt sur leurs 6 000 € de base imposable. Et en fait, on se rend compte ici qu'il y a souvent une bonne optimisation fiscale à aller faire, c'est d'aller opter pour le régime réel. Je vais y revenir tout de suite. Comment ça se passe? Alors j'ai pris 1 200 € ici, c'était un cas réel. Un appartement, je crois que c'est à Royaume, ma maison, de 210 000 €, je crois de mémoire. 1 200 € de revenus. Quand on est au réel, qu'est-ce qui se passe? On va devoir déduire toutes les charges. 1 800 € de charges de copro, taxe foncière 1 300 €, l'assurance propriétaire, un peu cher, on peut faire moins, 120 € par an. Les intérêts d'emprunt, 1 980 €. On était au début de vie, et forcément, les intérêts d'emprunt risquent de diminuer sur la fin. Et quand on est au régime réel, un des gros avantages, c'est aussi quand on pourra déduire les éventuels travaux. Donc quand on va faire notre analyse avec le fameux régime micro, c'est sûr que si on a des gros travaux, là, on va avoir tendance à prendre le régime réel. Quand on prend le régime réel, on est engagé sur 3 ans derrière. Donc on peut pas, il faut pas, c'est pas parce qu'un an on fait les travaux, il faut quand même penser que l'année suivante, l'abattement pourrait avoir du sens si on n'a pas trop de charges. Il faut un petit peu faire attention à ça. Si on prend l'abattement fiscal du régime, là on est en LMNP, si on prend l'abattement du régime micro-BIC, on enlève 50%, je vais déclarer 7 200 € imposables au fisc.
Est-ce que je préfère déclarer 7200 ou 9200? Je préfère déclarer 7200. Par contre, ce qu'on ne sait pas, enfin en tout cas ce que peu de gens savent, parce que vous êtes en BIC et non plus en revenu foncier, vous avez quelque chose qui s'appelle les amortissements. Vous avez le droit de déduire un amortissement. Vous êtes en fait dans une activité qui est dite, qui se veut commerciale. Je ne sais pas si ça vous parle l'amortissement, je vais essayer de vous prendre un exemple simple. Vous avez tous suivi des cours de Carquin, c'est bien. Vous prenez une voiture, vous achetez une société achète une voiture qui vaut 10 000 €, elle va l'amortir sur 5 ans. Tous les ans, la voiture va perdre 2 000 € de valeur. Au bout de 3 ans, cette voiture, de façon comptable, elle va valoir 4 000 € dans les books, dans le portefeuille de la société. Si elle décide de la revendre, elle va payer son imposition, elle va payer son impôt sur la plus-value. Donc en gros, au niveau, si elle la revend, disons, on a dit qu'elle valait 4 000, si elle la revend 6 500 €, les 2 500 € supplémentaires, la société va payer l'imposition sur la société. Okay. Ce qu'il y a de magnifique dans le régime LMNP au réel, vous allez pouvoir déclarer des amortissements tous les ans, pendant X années, c'est le comptable qui va vous le dire. Mais au moment où vous allez vendre, vous êtes, comme vous êtes non professionnel, vous êtes considéré comme un particulier, et en fait, ce qu'on va prendre en compte, c'est votre prix de vente moins votre prix d'achat. La logique voudrait, comme avec l'exemple de la voiture, vous fassiez votre prix de vente moins la valeur nette comptable. Donc quand, au bout de 20 ans, je ne vous fais pas durer le suspense, l'amortissement, hop, pour un bien qui fait 210 000 €, c'est une règle de 3 basique qui n'est pas réelle mais qui est une bonne approximation, c'est de prendre à peu près 1 sur 30 du montant de l'appartement. Donc ça fait 7 000 € ici. Au bout de 30 ans, j'ai amorti tout le bien, quasiment. Il y a une portion, il y a le terme comme matière, mais on va vulgariser, on va dire que j'ai amorti tout le bien. Si dans 30 ans, je vends le bien, je vais me retrouver avec prix de vente. La logique voudrait que je fasse moins mon prix de valeur nette comptable. Donc en gros, on va payer un impôt sur la plus-value de tout le prix de vente. Là, ce n'est pas le cas. On est dans le cas du non-professionnel. Votre imposition sur la plus-value, ça va être prix de vente moins votre prix d'achat. Ça veut dire que tous les amortissements que vous allez pouvoir constater pendant X années-là, le fisc, il ne vient jamais vous les redemander. Ça, c'est clair que c'est une niche fiscale massive. Massive. Et donc, ici, notre base fiscale, elle est 2200. Est-ce que je préfère déclarer 2200 au fisc ou les 7002 de tout à l'heure? Clairement, je ferai 7002. Et là, en plus, il suffit qu'il y ait un petit peu de travaux. Il n'est pas rare que dans la location meublée non professionnelle, pendant les 10-15 premières années, on ne paye quasiment pas ou très peu d'impôts sur les revenus locatifs. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres catégories qu'on pourrait intégrer dedans, notamment les frais de notaire ou les amortissements sur tout ce qui est aveuglement, des choses comme ça? Alors, exactement. Les frais de notaire, je crois que tu peux les. Alors, tu vas pas les amortir, mais je crois que tu les. Ouais, on peut les intégrer. Session, ça faut regarder. Honnêtement, il faut que je regarde, je n'ai pas la réponse à ça. Sur les amortissements. Mais par contre, alors, les frais de notaire, tu vas pas les déduire ici. Non, c'est plutôt sur ton prix de vente, quand tu vas revendre le bien, dans ton calcul de plus-value, on va intégrer tes frais d'acquisition. Donc voilà, mais c'est pas. Mais là par contre, ce que tu vas pouvoir déduire, là ça te paraît. Tu vas par exemple pouvoir déduire aussi donc, tout ce qui est lié au crédit. Donc tu vas pouvoir déduire les intérêts, peut-être pas vendre ma sauce, mais les intérêts du courtier, enfin les revenus du courtier, vous allez pouvoir les déduire. Et les frais d'agence. Frais d'agent, pareil. Pas ici. Dans le prix de vente. Frais de gestion de l'agence. Oui, enfin, frais d'agence, pardon. C'est pas les frais d'agence hors de la vente. Ouais, les frais d'agence, c'est les gestions, tout à fait. Exactement. L'amortissement, on peut le déclencher n'importe quand, entre guillemets. On est obligé de le faire dès la première année. Non, on n'est pas obligé, on peut le faire. Donc, moi, alors pareil, j'ai beaucoup de clients, comme je disais, qui viennent me voir. C'est forfaitaire en fait. On le fait ou on le fait pas, on n'a rien à justifier. Pour connaître l'amortissement, comptable. De toutes les manières, il faut passer par un comptable. C'est pas obligatoire, mais honnêtement, vu l'enjeu et vu tout ce qu'il y a derrière, c'est beaucoup mieux de prendre un comptable qui va vous calculer l'amortissement. En gros, si vous voulez, pour faire simple, on va prendre tout le prix, les 210 000 €, on va les mettre en poste, on va regarder sur les 210 000 € combien sont attribués au terrain. Ça, ce ne sera pas amortissable. Combien sont attribués aux grosses œuvres? Combien sont attribués aux travaux, à l'électricité, au genre de choses? Vous allez en fait avoir plein de postes, et chaque poste
va avoir des durées d'amortissement différentes. Donc c'est vraiment un comptable qui va venir vous déterminer ce montant-là. Là, c'est encore une fois, c'est une approximation. Et l'avantage en plus de prendre un comptable, le comptable normalement il va vous faire adhérer à un truc qui s'appelle la... J'ai oublié l'acronyme, c'est pas CGA, c'est quelque chose proche de ça, mais c'est CGA, pardon. Centre de gestion agréée, c'est ça, CGA. Et quand vous allez payer ça, en gros ça va vous faire payer un petit peu plus, mais les frais du comptable, vous allez pouvoir avoir un crédit d'impôt de 2/3 de ce que ça vous coûte. En moyenne, un comptable qui vous fait la comptabilité d'une location meublée, ça va être à peu près entre 550 à 750 € par an, mais vous allez récupérer 2/3 par crédit d'impôt. Donc au final, ce que vous allez gagner là, ça va vous coûter 200-300 €. Il y a de grandes chances que ce que vous économisez d'impôt de l'autre côté soit largement compensé. Donc moi, les clients qui viennent me voir en me disant « Ah, je veux faire un investissement pour payer mon impôt », attends Coco, on s'assoit, montre-moi, et quand je vois qu'ils sont au microbic, qui prennent l'abattement de 50%, déjà juste en leur disant « Allez voir votre comptable et déclarer, passer en location meublée non fonctionnelle en réel, en régime réel », déjà, il y a des économies qui sont assez substantielles. Et après, on peut faire en place, évidemment, l'investissement du système. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà. Alors, LMNP, petite chose quand même, c'est pas parce qu'on a une carotte fiscale qu'il faut se dire je loue mon bien en meublé. Si vous si vous achetez un appartement qui fait 120 mètres carrés, qui se veut plutôt être destiné à une famille qui va venir avec ses enfants, ce genre de choses, et que vous louez en meublé, vous allez peut-être avoir personne qui va venir frapper à votre porte. Donc attention, il faut quand même avoir une adéquation. Voilà. La carotte fiscale, l'avantage fiscal de pouvoir déduire les amortissements pendant toutes les années de votre, en tout cas, je vous souhaite pendant 30 ans, et de ne pas avoir à les sortir à la fin, c'est clair que c'est un vrai avantage. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il faut se lancer dans du meublé les yeux fermés. Impossible à faire une SCI à lire, on l'a dit, attention à la qualification. Et pareil, voilà, comptabilité, là, tout à l'heure, je vous disais sur les SCI classiques, comptabilité recommandée sur une SCI normale, même si vous ne faites pas d'amortissement. Mais là, clairement, du fait qu'il y ait des amortissements, tout ça, et puis le fait que vous ayez le crédit d'impôt, il n'y a vraiment aucune contre-indication. La conclusion très rapidement, pas s'arrêter aux arguments parce que je vous l'ai dit tout à l'heure. Et c'est vous les entrepreneurs de votre futur patrimoine. Posez-vous les bonnes questions et essayez dans la mesure du possible de vous entourer des bonnes personnes. N'ayez pas peur d'aller voir un fiscaliste ou aller voir, si vous voulez faire de la location meublée, allez voir peut-être un expert comptable pour aussi vous expliquer un peu les tenants d'investissement. Parce que pour le coup, l'expert comptable, lui, là, il va vous expliquer au niveau de la fiscalité comment ça se passe. Pour la partie location meublée. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vas-y. Sur la SCI, a priori, c'est pas judicieux de mettre ses enfants trop tôt dans une SCI parce que, en fonction de à qui il ou elle se marie, ça peut avoir des impacts. Alors, trop tôt, c'est ça que tu dis ou trop? Ouais. Trop tôt. Il y a un truc qui dit, je sais pas si c'est vrai, que tu découvres la possibilité des enfants le jour où ils se marient. Concrètement, est-ce que sur la SCI, il y a, on en compte le côté matrimonial, et mariage, il y a des impacts. Je prends un exemple, je crée ma SCI, je rencontre ma femme, je me marie avec elle, on divorce, qu'est-ce qui se passe? Alors attends, refais-la-moi, tu crées ta SCI, tu te mets avec ta femme, je me marie, ouais. on divorce, qu'est-ce qui se passe? J'ai remis la SCI, on se sépare, sans faire de contrat. Sans faire de contrat, c'était des biens. Elle a le droit de réclamer la SCI? J'ai pas de raison, je suis pas expert là-dessus, mais pour Au moi. moment du statut marital. Bah, si c'était avant qu'elle soit là, il n'y a pas de raison. Normalement, il Il n'y a pas de raison. D'accord. Donc les parts que j'ai de ma SCI, ça me regarde. En fait, là, ça devient plus des concepts, des dimensions matrimoniales. Et clairement, il va falloir voir quels sont tes engagements vis-à-vis de ta femme, donc contrat de mariage ou pas. Est-ce que c'est des fonds? Est-ce que la SCI, c'est toi qui l'as acheté? Est-ce que c'est des fonds propres? T'as beau être marié sous la communauté, donc sans contrat, tu hérites de quelque chose, ça reste des fonds propres. SCI, cash, ce que tu veux, ça reste des fonds propres. Le droit français est pas trop mal foutu pour protéger les gens par rapport à leurs actifs perso normalement. Mais bon.
D'autres questions? J'espère que j'ai répondu en tout cas à certaines je vais pas dire questions, parce que je sais que vous étiez venus là de façon on peut voir ce qui se passe. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous avez peut-être pu... d'autres questions auxquelles vous auriez voulu avoir des réponses? Ou... En avant? J'aurais peut-être plus mal. Juste sur, justement, avant de parler sur de la défiscalisation, simplement le fait d'ouvrir un PEA ou une assurance vie, quand, je sais qu'il y a des gestions d'enveloppe, ça permet de faire courir même si on met 150 balles. Yes. Ce genre de truc un peu basique, mais ouais. intéressant. Alors tout ça, c'est PEA, assurance vie, ce sont des enveloppes fiscales. À l'intérieur, on va pouvoir y mettre beaucoup de choses. D'ailleurs, un peu plus dans l'assurance vie que dans le PEA. Le PEA, on va pouvoir y mettre surtout des actions, des produits avec des actions françaises et européennes, principalement françaises, souvent commercialisées très françaises, mais on peut y mettre de l'européen. L'assurance vie, les gens font l'amalgame entre assurance vie et fonds euro. Il y a 80% de l'épargne des Français dans l'assurance vie qui investit en fonds euro. Le fonds euro, c'est quoi? C'est un fonds à capital garanti. L'assurance vie, clairement, c'est pas quelque chose de garanti. En tant que tel, c'est un contrat, c'est une enveloppe. On va pouvoir y mettre à l'intérieur plein de choses, dont du fonds euro. Ce fonds euro-là peut être à capital garanti. L'assurance vie et le PEA, les deux, sont disponibles à tout moment. Vous avez le droit de sortir. Les gens aussi pensent que l'assurance vie, vous avez besoin de les garder pendant 8 ans. C'est pas le cas. Vous pouvez sortir à tout moment. Par contre, effectivement, il y a une fiscalité qui va être avantageuse à partir de 5 ans avec l'impôt sur PEA et à partir de 8 ans sur l'assurance vie. Donc oui, il y a un intérêt à en ouvrir. Après, il n'y a aucune contre-indication d'avoir plusieurs assurances vie. Moi, j'ai plein de clients qui ont des assurances vie, ils ont des contrats, on en ouvre d'autres ensemble. Ça peut être, voilà, il n'y a pas de choses. Mais par contre, en avoir une taux, pourquoi pas. Mais encore une fois, avant de parler de fiscalité, il faut voir les perfs. Moi, j'ai des clients qui me disent super, si je sors l'argent de mon assurance vie, je paye de l'impôt. Je regarde, le contrat est en moins-value. Donc, il n'y a même pas d'histoire d'impôt ou pas, puisque quand on va sortir l'argent, il n'y aura pas d'impôt. Donc, bref. Donc, les bons réflexes, c'est de se poser ces questions-là. Par contre, signer un contrat d'assurance vie juste pour signer pour acter, dans certains cas très particuliers, ça pourrait avoir du sens, mais je dirais, si vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire de votre argent, il vaut mieux se poser la question de qu'est-ce que je fais de mon argent plutôt que d'ouvrir le truc juste pour acter, selon moi. Mais il y a peut-être des cas particuliers où ça peut avoir le coup. Et avec le prélèvement à la source, là, donc en fait, les crédits, là, on ne les a pas tout de suite par les taux qu'ils nous donnent. C'est l'univers en janvier d'une part et d'une part. Et ça comprend tout l'ensemble des crédits, y compris les trucs et tout. Ouais. Pas tous. Pas tous. Pas tous. Pinel, oui. FIP, FCPI, je crois pas. C'est sûr que non. Gérardin, non. Mais effectivement, alors déjà petite parenthèse prélèvement à la source, parce que tout au courant. Mais là en gros, en ce moment, vous êtes en train de payer votre impôt 2019. Vous êtes prélevé sur votre impôt 2019. L'année dernière, vous avez payé votre impôt sur les revenus 2017. On voit bien que 2018 avait passé la trappe. Comment ça se passe? Là, vous allez faire votre déclaration en juin de vos revenus 2018. Il y a un crédit impôt qui va être donné à tous les contribuables à hauteur de l'impôt théorique, donc de l'impôt avant toutes les réductions. Il y a, je sais pas, je sais pas si voilà, si on s'en fiche. Donc en juin 2019. Là ici vous payez 1000 € tous les mois. Donc ça, tout ça, c'est ce que vous payez sur d'hier 2019. Ici, vous allez déclarer vos revenus. Si vous êtes à peu près à 1000 €, ça fait 12 000 €, vous êtes à peu près à 65 000 € net par an. Vous déclarez 65 000 € en 2018, ce que vous avez gagné. Vous êtes censé devoir au fisc sur cette base-là à peu près 12 000 € d'impôt. C'est l'impôt, ce qu'on appelle théorique. Le fisc, pour pas que vous retrouviez double imposé cette année-là, en 2018, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous donner à tous les contribuables un truc qui s'appelle le CIMR, donc le crédit impôt modernisation de recouvrement, qui va être égal exactement à cet impôt théorique. Moins 12 000.
Donc en gros, votre impôt net, c'est 0. Quid des réductions et de tout ce que tu as fait là en 2018? Si tu as eu une femme de ménage ou des frais de carte d'enfant dans des la fondation. Comment? C'est un blanche et pour le T'as fait un gros don à la fondation. Si on a réuni beaucoup en 2018, en fait, ça va se voir là, et on va payer, on va ajuster sur. Si c'est dans ton contrat, tout ce qui est en fait contractualisé, donc si c'est dans ton contrat de travail, si tu as des primes qui sont justifiées, des bonus qui sont justifiés dans ton contrat, tant que c'est du revenu courant, tu vas bien avoir en fait l'année blanche, elle existe. Parce que ce crédit d'impôt-là, tout le monde l'a. Et les réductions d'impôt que tu as eu, que tu as engendré ici, je sais pas, j'ai pris une femme de ménage, j'ai payé, je sais pas, 6 000 €, je suis chaud sur le ménage. Je récupère donc 3 000 € de réduction d'impôt. Femme de ménage. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand vous avez fait votre déclaration en juin, vous déclarez 65 000, vous déclarez vos 3 000 € de réduction. Mais les 12 000 € là, vous y avez droit quoi qu'il arrive. La différence entre un crédit et une réduction, c'est qu'en fait, le crédit, il vous est rendu. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que les 12 000 € d'impôt théorique, vous allez appliquer, en fait, par an, vous appliquez les moins 3 000. Il vous reste 9 000 € d'impôt, on va utiliser 12 000 € du crédit d'impôt. Il reste 3 000 € de crédit qui vont vous être rendus en août. Alors là, j'ai pris l'exemple de la femme de ménage. Moi, en l'occurrence, ma femme de ménage, j'ai commencé à solliciter en 2018. C'est ça qui m'attend. Pour ceux qui l'avaient en 2017, ils ont touché la 60% du montant en janvier. Et ils vont récupérer les 40% en septembre. Pour finir sur le FIP FCPI, quelqu'un qui a fait un Girardin ou un FIP FCPI qui a fait un investissement défiscalisant ici, donc une personne qui ici qui a investi, que je ne dis pas de bêtises, à peu près 8 000 € en Girardin. Il va récupérer, quand il va faire sa déclaration, il va déclarer 65 000 € de revenus, il va déclarer sa femme de ménage et il va déclarer son Girardin, qui va lui donner une réduction d'impôt au Girardin industriel de, non pas 8 000, mais 8 800, pardon. Je prends 10%, plus simple. J'écris comme un cochon. 8 800 €. Donc là, en fait, ce qu'on va se rendre compte, c'est que l'impôt théorique, 12 000, moins 8 800, moins 3 000, il reste 200 € à payer. Et là, si on prend les 12 000 € de crédit, en gros, vous allez récupérer 11 800 €. Par le FIP va vous faire un chèque de 11 800 € en septembre. Donc, les investissements défiscalisants en 2018 avaient toujours du sens. Et pareil, en fait, les investissements défiscalisants, maintenant, ça va devenir des placements de trésorerie. Je parle plutôt du Girardin d'ailleurs spécifiquement. Parce que là, si vous faites un Girardin en 2019, quoi qu'il arrive, même si vous avez déjà entre guillemets prépayé les impôts, parce que c'est un peu ce que j'essaie de décrire comme système, le prélèvement à source, qu'est-ce que ça fait? Le fisc, il vient vous prélever tous les mois, et après on discute. Et après, vous déclarez le fait en juin 2020, vous allez déclarer vos revenus 2019, et vous allez déclarer vos éventuelles réductions d'impôts. Si vous avez fait des travaux chez vous pour lesquels vous avez droit à une réduction énergétique, malheureusement, le fisc va continuer à vous prélever le même montant sur votre salaire. Il ne va pas être au courant de ce que vous avez fait pendant l'année. Il le sait sur l'année suivante. Petite parenthèse, moi perso, le prélèvement à source, j'étais pas contre le concept, parce que j'ai vécu à l'étranger où le prélèvement à source est en place, ça fonctionnait pas trop mal. Le gros problème qu'on a en France, c'est qu'à partir du moment où on fonctionne en foyer fiscal, c'est un merdier sans nom. Donc en fait, là, on se retrouve avec des choses. S'ils avaient mensualisé, forcé les gens à être mensualisés, en termes de trésorerie, nous, ça ne nous aurait rien changé en termes d'argent qui sortait. Par contre, là, le fait de l'avoir fait comme ils l'ont fait, c'est qu'ils nous prennent l'argent et après on discute. C'est surtout que là, eux garantissent l'argent. Donc ils vont chercher à la source. Ça prend bien 100 €. Ah, mais s'ils étaient en prélèvement mensuel, ils l'auraient eu pareil. À quelques euros. Non, franchement, mis à part les réductions, et encore, non, à part quelques mecs, mais c'était marginal. C'est vraiment ça. Pour moi, j'ai encore du mal à me comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont lancés là-dedans, notamment avec toutes les niches fiscales qu'on peut avoir. Il y a un avantage pour les salaires variables, où du coup, tu es directement. Les mois où tu as ta prime, tu payes plus d'impôts. Combien? Eh ben, pas trop.
Pas trop, parce que alors moi je connais pas ma rémunération encore sur 2019. Donc là je paye un acompte. Je paye un acompte tous les mois et donc ça va me compte pour l'année. Alors après je vais pouvoir au fil de l'eau peut-être éventuellement le modifier, pas forcément l'eau. Un autre scénario, j'ai un client qui m'a appelé, son service RH était embêté, il m'a appelé moi. Je n'étais pas plus embêté, mais j'ai le cas d'une personne qui va toucher en juin un gros bonus qui va lui être payé en stock options. Stock options aux US d'ailleurs en l'occurrence, qui sont payés aux US, qui vont être déclarés comme rémunération, mais c'est pas du cash qui touche. Ok. La personne, on va dire, elle pour faire simple, elle gagne 10 000 euros par mois. Okay. Il touche 100 000 euros de stock options. Je fais exprès de gonfler. La personne à 10 000 euros, elle tranche à 41 minima. Ça veut dire que sur les 100 000 euros, il va être retenu à la source 40 000 euros. Ça veut dire qu'en juin, il a travaillé, il doit faire un chèque de 30 000 euros à son employeur. Voilà, là, il y a un vrai sujet qui, pour moi, est complètement déconnant. Donc, je pense qu'il n'est pas forcément prévu avant. Donc voilà, je ne suis pas forcément fan. Le prélèvement à source, de façon conceptuelle, je suis totalement pour. Mais je suis pas trop fan de comment est-ce qu'il en fait. Après, ça n'est que personnel. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on va voir? On continue les questions. On pose des questions, allez au pub. Allez, super. Merci beaucoup en tout cas.